Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Bonjour, je viens vous parler d'une reprise d'entreprise ou d'une transformation d'une usine euh, en utilisant des outils Meltio. Le contexte de départ, en fait, c'est juste une rencontre que j'ai faite et j'ai trouvé intéressant d'aller regarder comment est-ce qu'on pourrait aider cette personne qui donc vient d'acquérir une entreprise, une usine en particulier, qui comporte 15 employés. C'est une usine qui était en difficulté et ça lui a permis d'acheter à bas coût, enfin à bas coût, cette entreprise à un grand groupe. Elle a constaté une faible standardisation et productivité, des potentielles résistances au changement que cette personne voudrait mettre en place dans l'entreprise et ce qu'elle a décrit comme un état d'esprit grand groupe, dans le sens où tout ce qui tourne autour de la rentabilité, des choses comme ça, n'avait pas l'air d'être une priorité dans l'esprit des équipes. Ces objectifs, c'est donc d'optimiser les processus et d'avoir des équipes qui soient beaucoup plus engagées. On utilisera donc trois outils, le Lean, l'effectuation et le SCARF. L'objectif étant, donc, comme je l'ai dit, améliorer la productivité, standardiser les processus et engager les équipes, voire modifier les équipes. Elle envisageait également peut-être de se séparer de certains de ses collaborateurs. Petite overview de l'apport que peut avoir directement sur la performance un meilleur engagement des équipes. C'est une méta-analyse que Gallup a fait sur 82 000 entreprises en 2016 et on constate que entre les moins bonnes et les meilleures entreprises en termes d'engagement, on peut avoir des différences au niveau de la productivité des ventes et de la rentabilité autour de 20%, mais sur les défauts, sur l'absentéisme, etc., on peut avoir jusqu'à 40% de différence. La première étape, donc le premier conseil que je lui ai donné, c'est d'effectuer un diagnostic en utilisant éventuellement les méthodes du Lean. Donc le Lean, c'est une façon de permettre à une entreprise d'atteindre une excellence au niveau de la performance et de l'amélioration continue. Pour simplifier et pour commencer, quand on n'est pas un expert du Lean, le plus simple, c'est d'abord d'observer, d'écouter et de questionner les équipes. On peut utiliser des outils Lean. Il y en a un qui est assez connu, c'est le Value Stream Mapping. Donc, c'est de faire une cartographie de la chaîne de valeur, noter ce qui apporte de la valeur, définir ce qu'est la valeur de l'entreprise et de noter toutes les étapes qui permettent de créer cette valeur. On observera aussi les espaces de travail, les gestes des opérateurs. Donc, on est dans une usine, donc il va y avoir des gestes plus ou moins techniques. On portera une attention particulière également à la qualité des produits et les retours des clients. Est-ce qu'ils sont satisfaits, insatisfaits? Quel type de retour ils font? Est-ce que finalement ce qu'on vend répond aux besoins de notre clientèle? On analysera également les éléments entrants. Les fournisseurs font partie enfin, les éléments entrants font partie de la chaîne de production de valeur et donc les fournisseurs doivent être également analysés. On regardera aussi les processus de décision, euh, car à eux seuls, ils peuvent être une source de retard, de perte ou de défaut de qualité. On essaiera ensemble, donc en groupe, d'identifier, de s'accorder et de mesurer les problèmes. La définition du problème est essentielle parce que si on n'est pas d'accord sur ce qu'est le problème, aucune amélioration n'est possible. Au niveau du SCARF, donc le SCARF, c'est un modèle qui a été développé, enfin présenté par David Rock. L'objectif de ce SCARF, c'est d'avoir un angle de vue pour l'analyse de différents éléments permettant l'engagement ou le désengagement des équipes.
En particulier lorsqu'on est sur une reprise d'entreprise, donc c'est une jeune entrepreneuse qui reprend pour la première fois une usine. Elle a travaillé dans l'industrie pendant 15 ans, donc c'est quelque chose qu'elle connaît, mais les équipes, elles, ne la connaissent pas. Et donc, il peut y avoir, par exemple, une menace au niveau des statuts. C'est-à-dire une nouvelle personne qui rentre dans l'entreprise et qui prend la direction peut menacer le statut de certains de ses opérateurs ou de ses collaborateurs. De même, le fait d'arriver nouvellement dans l'équipe peut faire basculer un peu le niveau de certitude, l'inquiétude vis-à-vis de l'avenir pour les équipes. Comme la présence d'une nouvelle personne peut menacer le statut des personnes, ça peut aussi menacer, entre guillemets, leur idée d'autonomie. Si ce sont des personnes qui étaient très indépendantes et très autonomes, le fait d'arriver et comment dire, de chercher à imposer un changement peut leur faire avoir une sensation de perte d'autonomie et donc diminuer leur engagement. La connexion entre les personnes et avec le dirigeant, enfin la nouvelle dirigeante, peut avoir un impact aussi sur l'engagement et c'est quelque chose qu'il faut aller analyser. Est-ce que les équipes s'entendent bien? Est-ce qu'elles communiquent bien, etc. Et en dernier, et en particulier, si on décide de se séparer de certains collaborateurs pour éviter de créer des craintes à la fois sur la certitude, mais aussi sur la sensation d'équité, il faudra essayer éventuellement de regarder où se situe le sentiment de justice, d'équité dans cette équipe. Concrètement, on va aller questionner les équipes avec une démarche où on se dit qu'on va à la chasse aux problèmes. Questionner ces équipes, ça peut être très très simple et juste se poser à côté de son collaborateur et lui demander comment il fait son métier. Il y a certains témoignages où des dirigeants ou en tout cas des responsables de chaîne, mais là en l'occurrence on est sur une petite usine, donc ce sera plutôt le dirigeant qui fera cette démarche, c'est de faire un vie ma vie et de participer à la production pour mieux comprendre comment les opérateurs travaillent au quotidien. Se poser la question de pourquoi les opérateurs font certaines choses ou ne font pas certaines choses. Par exemple, certaines choses nous paraissent logiques et ils ne le font pas. Un truc tout bête, je sais pas, éteindre la lumière, remettre une pièce en place. Euh, Se poser en personne, entre guillemets, ingénue et se dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ils ne font pas cette chose qui paraît pourtant logique, peut permettre de mettre en évidence justement ces problèmes ou des dysfonctionnements ou un espace de travail, par exemple, qui est mal adapté. On va s'intéresser aussi à la culture présente dans l'entreprise par rapport à l'amélioration continue et l'excellence opérationnelle. Si, comme on l'a décrit au départ, on a une culture type grand groupe où les salariés ne se soucient pas en personne de l'amélioration continue ou de la rentabilité de l'entreprise, c'est quelque chose qu'il va falloir envisager de changer. Donc, du coup, on peut se poser des questions par rapport à cette amélioration continue. Comment est-ce qu'ils réagissent quand il y a un problème? Comment est-ce qu'ils réagissent habituellement face au changement? Est-ce qu'ils vont aller euh, chercher à atteindre certains résultats? Et quand ils atteignent ces résultats, est-ce qu'il y a un sentiment de satisfaction ou il n'y a pas ce sentiment de satisfaction? On va aller aux causes racines des différents problèmes. Pour pouvoir aller plus vite et aussi pouvoir disons, pour pouvoir aller plus vite et pour démarrer de façon assez simple, on peut déjà aller regarder les problèmes qui sont déjà identifiés par les équipes. Ça fait gagner du temps et ça permet éventuellement trouver des choses assez actionnables rapidement. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, on va pouvoir co-construire des solutions. Le diagnostic également peut se faire en co-construction. Mais l'étape suivante, ça va être de co-construire des solutions. L'objectif dans cette étape de co-construction, ça va être de générer l'autonomie des équipes. En ligne, on essaye d'atteindre l'autonomie des équipes. Pourquoi? Parce que du coup, ça permet d'avoir des processus de décision plus rapides dans le cadre qu'on leur aura fixé. Évidemment, l'amélioration et la standardisation, ça aussi, c'est plutôt du lean. On essaye d'avoir quelque chose d'assez standard. Pour pouvoir co-construire, il est intéressant de poser un cadre dans lequel les gens vont pouvoir créer ces solutions. Donc la vision, les objectifs, et si on utilise l'effectuation, les pertes acceptables. Euh, En termes de pertes acceptables, ce qui est intéressant surtout, c'est de se dire, OK, combien de temps je peux, par exemple, accorder à cette période de transition? Combien de temps est-ce que je vais
de temps de production je vais retirer pour pouvoir permettre cette réflexion. Dans tous les témoignages que j'ai écoutés, le fait de donner du temps à ces équipes pour pouvoir permettre cette amélioration est essentiel, sinon on n'arrive pas à mettre en place ces améliorations. Donc, en termes de perte acceptable, combien de temps, combien de ventes, combien de, de pièces non produites j'accepte pour pouvoir générer cette amélioration continue. Dans ce cas de co-construction, il faut absolument permettre aux opérateurs de faire des propositions. Pourquoi? C'est ce qui va générer un meilleur engagement, une meilleure implication dans ce processus d'amélioration. Si on ne le fait pas et qu'on est plutôt en position top-down, on va donner des ordres, où on va dire bah, je pense qu'il faudrait faire ça, il y a un risque de non-adoption des nouvelles méthodes, voire même bah, de recréer de nouvelles résistances. C'est peut-être d'ailleurs ce que rencontre cet entrepreneur déjà en ayant fait des suggestions sur la base de ses connaissances mais qui ne correspondent pas au quotidien des opérateurs et surtout qui peuvent être difficilement adoptées parce qu'elle n'est pas encore en position d'influence sur ses équipes. Si on reprend un principe de l'effectuation et qu'on peut commencer à infuser dans les équipes, c'est de leur suggérer de maximiser les ressources qui sont disponibles. C'est aussi un principe du Lean. Euh, donc, on va essayer de faire avec ce qu'on a. Pas forcément aller chercher des ressources en externe, mais juste utiliser pour démarrer les ressources qui sont disponibles. Que ce soit en termes de potentiel et de connaissance des personnes ou de ce qu'on a physiquement dans l'usine. Ce qui peut aussi être intéressant en co-construction, c'est de mettre en place des KPI, donc des indices à suivre et des cibles, des objectifs de production, par exemple, ou de satisfaction ou de qualité. On va instaurer aussi, grâce à cette co-construction, une clarification. Et dans le Lean, on parle souvent de territoire, permettre aux personnes de s'approprier un territoire dans l'usine ou aux dirigeants simplement de s'approprier le territoire. Ça veut dire avoir une bonne connaissance, savoir qui prend les décisions, jusqu'à quel niveau de décision une personne ou un opérateur peut aller, et donc du coup déléguer certaines décisions et bien clarifier le processus de décision. Ça, c'est essentiel également pour pouvoir favoriser donc l'autonomie des équipes et ensuite une amélioration en continu. La co-construction peut prendre différentes formes. Ça peut être assez simple dans le sens où on permet aux personnes de faire remonter des problèmes et éventuellement des propositions de solutions. Mais on peut aussi utiliser les outils collaboratifs qui existent en faisant appel soit à une personne extérieure pour animer les ateliers. Dans le cadre d'une petite entreprise, on peut très bien imaginer des petits ateliers collaboratifs avec certains collaborateurs et puis réfléchir ensuite aux solutions au cours de ces ateliers. On peut utiliser d'autres outils Lean. Donc, pour les ateliers collaboratifs, il y a ce qu'on appelle les chantiers Kaizen. Le 5S qui permet d'améliorer les espaces de travail, mais aussi comment dire, physiquement l'usine, mettre en place des rituels avec des réunions assez courtes, quotidiennes, pour permettre cette amélioration continue, permettre de signaler les problèmes qui sont arrivés de façon régulière, et puis inciter à la réflexion sur la standardisation des processus. Je mets un point d'attention dans tous les témoignages que j'ai entendus. La suggestion était toujours la même. C'est de dire que c'est pas facile à mettre en place, ça peut mettre du temps, et que il vaut mieux rester simple. C'est-à-dire que même si vous allez lire 10 livres sur le Lean, c'est pas forcément utile de mettre en avant les outils que vous allez utiliser. C'est plutôt important d'écouter ce que les opérateurs ont à vous dire et de rester simple dans la mise en place. Euh, Ce qui est aussi important, c'est de commencer à créer une culture qui valorise la progression. C'est-à-dire que si on part de très très loin, même si grâce au Lean, on peut avoir des bons en productivité assez rapides, si par exemple on utilise le Pareto, donc c'est la loi du 80-20, on peut avoir vraiment des progressions qui sont très rapides. Il ne faut pas hésiter à valoriser les petites progressions. Si on met un objectif
comment dire, intermédiaire par rapport à l'objectif final qu'on veut avoir et qu'il est atteint, il faut féliciter, il faut se réjouir, il faut regarder ce qui a marché, etc. Donc créer une nouvelle culture et changer l'état d'esprit des équipes. Pour la mise en œuvre, donc une fois qu'on aura construit avec donc les équipes les nouveaux objectifs, les KPI, éventuellement les rituels, comment on va mettre en ordre l'usine, on peut mettre en place donc différentes choses. Il y a un truc que j'ai trouvé assez intéressant, surtout quand on est sur une usine avec peu de personnes, c'est de travailler par exemple sur la polyvalence des opérateurs. Ça peut être quelque chose qui peut, si on reprend le SCARF, qui peut permettre à certaines personnes d'avoir un statut par exemple de formateur vis-à-vis des autres opérateurs et donc remonter cet élément d'engagement du statut. Euh, donc, il y a un outil qui s'appelle la matrice de polyvalence que vous pouvez utiliser pour améliorer la polyvalence des opérateurs. On peut utiliser le process 5S pour mettre en ordre les espaces de travail. La mise en place de rituels d'équipe, ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression a un impact très positif, à la fois sur justement la transmission des problèmes au quotidien, et aussi améliorer la connexion entre les personnes. Et on revient au R du SCARF de relation relatedness. Et les KPI qu'on va pouvoir suivre régulièrement en mettant en place éventuellement des outils informatiques pour suivre ces KPI. Je vous montre des exemples d'avant-après l'application de la méthode 5S. Donc 5S sont des mots japonais, et du coup si on les traduit, ce sera trier, ranger, conserver l'ordre et formaliser. Le but du jeu, c'est d'avoir gardé un espace propre et d'avoir un processus pour remettre en ordre régulièrement l'espace de travail. Dans la gestion des résistances, ce qu'on peut rappeler au départ, si jamais on met en avant le mot lean aux équipes, ce qui n'est pas obligatoire. On peut très bien commencer le travail de amélioration continue sans utiliser des outils lean et juste infuser de comment dire, le- l'état d'esprit lean. Et rappeler que c'est pas une méthode pour faire du licenciement. Un lean, ça veut dire maigre. Le but du jeu, c'est de faire maigrir les process. Ça veut pas forcément dire faire maigrir les équipes. Donc, intégrer le SCARF, on l'a dit, et partager sa vision. Euh, Partager la vision, pour moi, c'est un élément essentiel. Et pour commencer, il faut que le dirigeant soit au clair sur sa vision pour l'entreprise. L'entrepreneur que j'ai rencontré était très au clair sur sa vision sur l'entreprise. Elle avait une vision qui était assez ambitieuse et je pense que ça peut être intéressant pour recréer de l'engagement de partager cette vision avec ses équipes. Pour ceux qui n'auraient pas encore une vision qui soit claire ou qui voudraient la clarifier, il y a des outils qui sont nombreux. Le Golden Circle de Simon Sinek, un vision board, travailler sur ses valeurs, les transmettre ensuite à son entreprise. Et j'aime bien pour rappeler pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette vision et de la transmettre. C'est cette phrase qui est attribuée à Saint-Exupéry, mais qui n'est pas de lui. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas des gens pour ramasser du bois, ne leur distribue pas de tâches, ne leur dis pas de construire un bateau, fais naître dans leur cœur le désir de la mer. J'aime beaucoup cette phrase aussi parce qu'elle rappelle que le but du jeu, ce n'est pas de leur distribuer des tâches, c'est de leur donner envie, eux, de faire ce bateau et donc de trouver les étapes qui leur permettront de construire ce bateau. Donc la vision, plus importante que de dicter les process. Quelque chose qui peut aider à gérer les résistances, c'est de rappeler que l'objectif du lean et l'impact du lean, ça va être la sécurité des personnes. Quand on parle d'usine, c'est extrêmement important de le rappeler. Une diminution des coûts de production, l'amélioration de la qualité des produits. On va avoir une amélioration de la performance si on définit performance par capacité à livrer en temps et en heure. Donc ça va créer de la motivation des équipes. Et pour certains, l'impact environnemental ça peut avoir un impact environnemental dans la mesure où dans beaucoup de, enfin, le lean, c'est aussi la chasse au gaspillage. Euh, Tous ces éléments, si on les met en avant, si on les rappelle, on a réussi à baisser le coût de production, bravo. On a amélioré la qualité des produits, bravo. On arrive dans 95% des cas à livrer en temps et en heure, bravo. On rappelle aux équipes que notre démarche, c'est pas juste une démarche productiviste, il y a aussi un côté, on va être fier de notre travail, on va, comment dire, fournir de la qualité, satisfaire des clients. Le lean, c'est aussi
une méthode qu'on peut, qui est au niveau de l'excellence de la production pour satisfaire des clients. En termes de ressources, je vous en ai mis diverses. En particulier, en fait, l'idée de cette présentation m'est venue de l'intervention de Sandrine Olivencia, qui est autrice autour du Lean et membre de Lean France, qui est intervenue au séminaire qui a eu lieu en janvier, en début janvier. Et je vous ai mis d'autres références que j'ai utilisées pour rédiger cette présentation, et en particulier le podcast Le déclic du Lean, où j'ai écouté beaucoup de témoignages de dirigeants ou de responsables de production qui expliquent comment ils ont mis en place, quelles résistances ils ont rencontrées, etc. C'est hyper intéressant si vous décidez de le mettre en place, d'avoir des témoignages, et je pense que même que vous pouvez contacter ces personnes directement pour en discuter avec elles. Ça, ce sera plutôt au niveau du patchwork fou, par exemple, de l'effectuation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Christelle. Très intéressant de revenir sur les outils et de les voir à l'œuvre pour commencer à les appréhender. C'est c'est par ce moyen en fait qu'on progresse. C'est en utilisant les outils et en les imaginant. Ça. Comment parmi tous parmi tous les sources, là, laquelle recommandes-tu pour quelqu'un qui veut commencer? Euh, si c'est purement de la technique et aussi changement d'état d'esprit, le livre de Sandrine Olivencia et Vallée, c'était décision stratégique. Réussir ses décisions stratégiques, je l'ai Ouais, appelé. C'est un petit livre. ouais. Ça permet de démarrer assez rapidement. Hop, je le remets en ressources. Non, hop, j'y La, arrive pas. la Désolée. présentation de Sandrine va pas tarder à sortir D'accord. sur Et le oui, et donc du coup, sa YouTube. présentation Ce sera du effectivement livre. une façon euh, de commencer. Euh, Effectivement, le travail de l'organisation Lean, enfin comment ça s'appelle, Lean.org est un gros travail. C'est très intéressant, cette façon de pousser en avant. Pour la petite histoire, le livre phare du Lean qui est celui de Michael et Freddy Ballet, euh, c'est Michael qui a harcelé son père pour lancer ce livre en lui disant c'est incroyable, ce que tu fais, c'est vachement mieux que Goldratt. Et Goldratt, il est publié à des millions d'exemplaires parce qu'il a fait un roman, donc faisons un roman. Et donc, en fait, c'est vraiment une, c'est cette idée qu'il voyait son père et tout son savoir-faire pas considéré et ça lui pesait, quoi. Et donc, on arrivait à un moment où euh, Freddy Ballet était très régulièrement invité aux États-Unis par les gens, notamment de McKinsey. Et lui, à chaque fois, refusait au prétexte que depuis le Patriot Act, c'était plus safe d'aller aux États-Unis. Donc, il il était resté sur cette idée que non, 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 moi je. Désolé. Voilà. Et Freddy est décédé il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Donc, il était, il était pas tout jeune. Je me souviens d'une visite d'un entrepôt qu'on avait fait chez un de nos clients. Et donc, c'était un entrepôt tout neuf de Pixmania. Donc, de l'électroménager partout. Et la première question, c'est, mais pourquoi est-ce que vous mettez les produits aussi haut? Vous vous rendez compte que c'est dangereux? Et donc, c'était cette idée que on met des produits en hauteur parce que tu comprends, on les utilise moins souvent. Non, mais dès que tu as de la place en dessous, il faut que tu les redescendes très vite. C'est que du bon sens et C'est ça, du. le bon sens, le questionnement Ouais, aussi. Pourquoi ça fait ça? Peut-être qu'il y avait une bonne raison. ouais. Mais ouais, ouais.
Questionner, questionner, questionner. Et l'emphase sur la sécurité au travail. Mm. C'est vraiment le premier gros sujet dans le Lean. C'est les ouvriers ne viennent pas chez nous pour être blessés. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer de ça?